l'Ukraine quasi quotidiennement. J'ai besoin de repères. Il y a 3 jours, c'était un champ de bataille. Aujourd'hui, c'est un lieu de recueillement. Les clés. Je suis une fille du peuple et je t'aime, mon Ukraine, et je suis fière de toi. Arnaud Ruyssen. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle série que l'on vous propose dans les clés. Une série en 3 épisodes où nous allons nous plonger dans l'histoire des relations entre la Russie et l'Ukraine afin de remonter aux sources du conflit qui a débouché sur la guerre toujours en cours aujourd'hui. En 3 numéros donc, on va remonter le fil d'une histoire complexe et on va le faire en compagnie d'Anna Collin-Lebedev. Elle est sociologue et politologue, maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Paris-Nanterre. Embarquement, c'est parti. La première, les clés. Et si, avant de plonger dans l'histoire, on commençait par regarder une carte ? La Russie, c'est le plus vaste État du monde. Plus de 17 millions de kilomètres carrés, à cheval sur l'Europe et l'Asie, et traversé par 11 fuseaux horaires. L'Ukraine, elle est située à l'ouest, entre l'Europe et la Russie, et elle est beaucoup plus petite, proportionnellement. 600 000 kilomètres carrés, on pourrait donc mettre 28 fois l'Ukraine dans la Russie. Pour autant, l'Ukraine n'est pas un petit pays, puisque le territoire ukrainien est 20 fois plus grand que celui de la Belgique. C'est l'équivalent à peu près du territoire français. Enfin, pour terminer ce petit aperçu, retenez aussi que l'Ukraine est stratégiquement très bien située, au trait d'union entre l'Europe et la Russie, avec un accès à la mer Noire, ce qui fait que bien avant la constitution des États-nations, c'était déjà un territoire très convoité. Lieu de passage, de commerce, doté en plus de terres particulièrement fertiles. Alors, on va maintenant remonter dans l'histoire. Et il n'est pas évident de savoir où s'arrêter, au fond, dans cette histoire. Est-ce qu'il faut remonter à ce qu'on appelle la Rousse de Kiev, quand entre le 9e et le 13e siècle, une vaste principauté médiévale s'étendait sur l'actuelle Ukraine, l'actuelle Biélorussie et une partie de la Russie? Ou bien est-ce qu'il faut remonter au 18e, 19e siècle, quand une large partie orientale de l'Ukraine actuelle était intégrée à l'Empire russe? Pour Anna Collin-Lebedev, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la Russie et l'Ukraine ont une partie d'histoire en commun. Alors effectivement, ce qui fait le territoire de la Russie contemporaine et ce qui fait le territoire de l'Ukraine contemporaine sont des territoires contigus, dont l'histoire est bien évidemment commune à bien des égards. Alors si on prend l'Ukraine contemporaine, toute l'Ukraine contemporaine n'a pas été rattachée à l'influence de Moscou dans les siècles précédents le XXe siècle, mais une bonne partie l'a été, notamment au sein de l'Empire russe, où l'Ukraine était un confin, le confin occidental de l'Empire russe. Une autre partie, qui est la partie occidentale de l'Ukraine contemporaine, partage une autre histoire avec une proximité plus grande de l'Empire austro-hongrois, du Grand-Duché de Pologne-Lituanie, et pour qui Moscou finalement est un élément qui arrive beaucoup plus tard dans le vécu et dans l'histoire de ces territoires. Retenons donc que le territoire actuel de l'Ukraine va connaître jusqu'au 19e siècle une histoire mouvementée, où il attire la convoitise des grands empires de la région, russes, austro-hongrois ou encore l'union de Pologne-Lituanie, car les terres ukrainiennes sont particulièrement attrayantes. C'est ce que, par exemple, souligne l'historien Timothy Snyder, l'historien américain Timothy Snyder, qui, dans ses ouvrages, insiste sur cette place en fait centrale du territoire ukrainien qui concentre à la fois des ressources, parce que c'est des terres riches, et au moment où l'agriculture compte, en fait, c'est des terres fécondes, et qui est également un lieu de passage de différents pouvoirs, qui passent dans un sens ou dans l'autre sur les territoires. L'Ukraine fait partie de ces terres sur lesquelles circule cette blague qu'on entend aussi dans d'autres pays, d'ailleurs, d'Europe centrale,
sur l'habitant qui a changé 4 fois de passeport et de nationalité dans sa vie sans avoir une seule fois quitté son village. Donc oui, on a effectivement ces puissances en fait qui opèrent sur le territoire qui est aujourd'hui celui de l'Ukraine contemporaine. Et je pense que voilà, on va essentiellement parler de celui-là parce que dans la relation russo-ukrainienne, c'est sur celui-là que ça se concentre, avec à chaque fois une volonté de s'implanter, de faire terrain, et me semble-t-il aussi une difficulté dans ce contexte-là pour l'Ukraine de constituer sa propre identité, de constituer son État, et qui va se cristalliser essentiellement effectivement au cours du XXe siècle. Mais donc, pour terminer cette espèce d'entrée en matière, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même un peuple ukrainien, une identité ukrainienne, malgré justement ces va-et-vient sur ce territoire actuel de l'Ukraine aujourd'hui au fil de l'histoire ? Il n'y a ni plus ni moins un peuple ukrainien et une identité ukrainienne qu'il n'y a un peuple russe et une identité russe. Parce qu'on postulerait qu'en fait sur ce territoire, ça va et ça vient et donc du coup c'est compliqué, mais qu'en Russie, en revanche, ce serait cristallisé. Ce serait oublié qu'en fait exactement la même histoire de passage de pouvoir, d'identité transformée a lieu également sur le territoire de la Russie. Les peuples se cristallisent et les nationalités et les sentiments nationaux se cristallisent au cours du 19e siècle. Auparavant, on est sur une configuration impériale où l'identité se conçoit complètement différemment et on peut avoir une identité multiple en fait, beaucoup plus composite que juste l'identification à un peuple, à une langue et à une appartenance nationale. Donc l'Ukraine en fait suit ce chemin en parallèle avec tous les États d'Europe, avec ce caractère extrêmement, ce qu'on dit socialement construit de l'identité, c'est-à-dire l'identité ne préexiste pas. Elle est construite en même temps qu'un État se met en place ou en même temps que des structures para-étatiques se mettent en place. Il faut donc noter cet élément important, pointé ici par la sociologue et politologue Anna Collin-Lebedev. L'identité ne préexiste pas, elle est socialement construite au moment où les structures d'un État vont se mettre en place. Alors, on a décidé, nous, de faire débuter notre récit historique à un moment charnière pour les Russes et pour les Ukrainiens, à savoir 1917, lors de la Révolution russe. Товарищи, рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась. Avec, dès février, le renversement du tsar. Et puis en octobre, l'avènement du pouvoir bolchevique, un moment de bascule pour la Russie, mais aussi pour l'Ukraine. En 1917, le pouvoir est pris suite à une révolution par un groupe révolutionnaire qu'on a pris l'habitude d'appeler le groupe bolchevique, qui sont donc dans la lignée de la pensée communiste de Karl Marx et de Vladimir Lénine, un mouvement marxiste-léniniste, et qui non seulement va installer un régime politique, mais qui va mettre en place une organisation territoriale spécifique, qui est aussi une sorte de moment très important de cristallisation des futurs États-nations et des futures identités sur ce territoire, cet ancien territoire de l'Empire. Là où auparavant, il y avait empire et d'une certaine manière une continuité du territoire entre Moscou et ses périphéries, le pouvoir bolchevique, alors à partir de 1917, mais encore plus à partir de 1922, parce qu'en réalité, c'est là que se met en place la politique de gestion du territoire de l'URSS, va délimiter des républiques socialistes soviétiques. Et les républiques socialistes soviétiques vont être dotées d'une langue, d'une nationalité titulaire et d'une sorte d'identité au sein de ce qui est pensé dans un premier temps comme une fédération ou une union. Il faut bien se dire qu'entre 1917 et 1922, il ne se passe pas rien sur le territoire ukrainien. Il y a à ce moment-là, suite à cette révolution, une déclaration d'indépendance de l'Ukraine. Et les Ukrainiens, en fait, vont dater leur identité nationale et l'histoire de leur État précisément à ce moment-là. On a un territoire qui est assez proche en fait des contours de l'Ukraine contemporaine, qui va déclarer son indépendance, en tout cas des mouvements qui vont déclarer cette indépendance de l'État ukrainien. Il ne survivra pas très longtemps et en réalité, il sera avalé dans le cadre de la révolution bolchevique et intégré dans le territoire de l'URSS. Mais donc,
là, c'est très important, évidemment, déjà, ce moment-là. Ça veut dire qu'en 1918, si je ne m'abuse, on a ce premier moment où là, il y a une indépendance qui est proclamée, vous l'avez dit, elle ne va pas durer très longtemps, de la nation ukrainienne. Donc, quand les Ukrainiens disent aujourd'hui, notre indépendance, c'est pas 1991, ça, c'est beaucoup plus vieux que ça, c'est à ça qu'ils font référence. Oui, ils font référence à ce moment-là, mais c'est aussi ce moment-là qui permet, par exemple, au Kremlin de dire que l'Ukraine est une création de l'Union soviétique, parce que quelque part, c'est l'histoire de la création de l'URSS qui permet aussi à l'identité ukrainienne de se cristalliser. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'identité ukrainienne auparavant, bien évidemment, ou de langue ukrainienne auparavant. D'ailleurs, dans cette histoire impériale, en fait, l'Ukraine est bien identifiée comme un territoire avec une population à part, une population qui a une spécificité ethnique, et l'un des signes, par exemple, les plus peut-être les plus marquants de cette existence, par exemple, de l'identité ukrainienne, c'est l'interdiction de la langue. La langue ukrainienne est interdite à l'apprentissage au sein de l'Empire russe, et les publications en ukrainien sont interdites également. Donc, si on a besoin d'interdire cette langue, c'est que quelque part, elle est déjà identifiée par le pouvoir impérial. Mais c'est à partir de ces années 1920 qu'on va voir émerger, en fait, dans un mouvement assez paradoxal, à la fois une Ukraine complètement inféodée à Moscou, parce que le pouvoir ukrainien est d'après tout juste un pouvoir régional au sein de l'Union des républiques socialistes soviétiques, et en même temps un système politique qui permet la consolidation à la fois de la langue ukrainienne et qui permet la consolidation aussi de l'identification à l'Ukraine. Parce que en URSS, le pouvoir soviétique dans ces années 1920 va considérer que afin que l'idéologie communiste et l'idéologie soviétique s'implantent dans ces territoires qui sont un petit peu éloignés de Moscou, il faut qu'elles soient transmises par des élites locales dans la langue locale. Et donc, il va y avoir une politique à la fois de valorisation des langues régionales qui vont être enseignées à l'école, qui vont être officiellement déclarées langue de communication officielle. Pendant tout un temps, par exemple, les documents vont être en bilingue, ukrainien et russe. Et puis, en fait, on va valoriser également des élites ethniquement ukrainiennes dont on considérera que elles sont le plus à même, en fait, à porter dans les masses des paysans, par exemple, l'idéologie communiste. Ce qui est vraiment complètement paradoxal dans cette histoire soviétique, c'est qu'on a à la fois ce mouvement de création des nationalités, voire d'ingénierie des nationalités, parce que dans le cas de l'Ukraine, on va prendre une langue qui existe et une identité qui existe, mais dans d'autres territoires, par exemple en Asie centrale, on va complètement inventer en fait les langues régionales et inventer des identités qui ne préexistaient pas à l'URSS. Mais donc à la fois, on a ce mouvement de consolidation des futures identités nationales, mais en tout cas des identités des grands groupes ethniques qui sont permises par l'URSS, et en même temps une oppression qui va s'exercer de plus en plus fortement. Alors non pas dans les années 1920, mais tout à la fin des années 1920 et au début des années 1930. Arrêtons-nous un instant là-dessus, parce que c'est essentiel et que ça permet d'y voir plus clair dans des débats qui reviennent sans cesse aujourd'hui encore sur l'Ukraine. Oui, nous dit Anna Colin-Lebedev, il y a bien dès le début du XXe siècle, et au moment où une bonne part du territoire ukrainien actuel fait partie de l'Empire russe, il y a bien une identité ukrainienne, une langue et une volonté de former un État ukrainien en tant que tel. En témoigne cette indépendance déclarée en 1918, mais qui sera de courte durée. Mais oui, aussi, il faut considérer que l'URSS a contribué à façonner et à renforcer cette identité ukrainienne, en mettant en place les républiques socialistes soviétiques, en promouvant la langue ukrainienne, qui sous l'Empire russe était pourtant réprimée, tout cela dans un dessein surtout idéologique, puisqu'il s'agissait de convertir la population au communisme. Ça, c'était donc pour les années 20. Mais venons-en maintenant à un moment particulièrement tragique de l'histoire ukrainienne, ce que l'on va appeler l'Holodomor. On est à la fin des années 20, début des années 30. En URSS, c'est Staline qui a succédé à Lénine, et le régime qu'il installe, dictatorial, totalitaire, va entraîner la mort de millions de personnes, y compris et particulièrement sur le territoire ukrainien. Alors, Holodomor est le terme en ukrainien. On peut le traduire par grande famine, et souvent on parle de la grande famine ukrainienne.
Au niveau historique, ça s'inscrit dans un moment très particulier de l'histoire de l'URSS, qui est l'histoire de la collectivisation. L'agriculture est absolument centrale pour l'Union soviétique qui démarre parce que l'exportation de produits agricoles est une des sources principales du revenu du nouvel État soviétique. Or, en fait, les paysans sont considérés par le pouvoir soviétique comme la classe sociale, a priori, la plus hostile, la plus arriérée de leur point de vue, la plus hostile au nouvel État socialiste dans lequel la propriété de la terre, en fait, est au peuple, mais en réalité à l'État, où il faut, en fait, remplacer des fermes individuelles par des grandes entreprises étatiques pour qu'elles soient plus efficaces, et où il faut exproprier, pour ce faire, les paysans de leurs fermes, les forcer à mettre en commun le bétail, les terres, les ressources humaines, etc. Ça passera sur tout le territoire de l'URSS par la politique de répression à l'égard des paysans, où il va y avoir des exécutions, des emprisonnements, des déportations pour une grande partie d'une paysannerie aisée. Donc ce n'est pas exclusif à l'Ukraine. Mais en Ukraine, en fait, il se passera quelque chose de très particulier. Alors déjà, parce que la collectivisation, il sera beaucoup plus violente qu'ailleurs, dans la mesure où on est sur des terres fertiles. Et donc, on a un grand nombre de paysans qui ont quelque chose à quoi renoncer et qui rechignent à tout donner au pouvoir soviétique. Donc ça, c'est le premier élément. Et ce qu'ils produisent, en fait, voilà, on a parlé de l'Ukraine encore aujourd'hui comme le grenier à blé de l'Europe, mais pour l'Union soviétique, elle est véritablement cela. Et donc, dans un premier temps, le pouvoir soviétique va mettre en place une politique de collectivisation particulièrement répressive en Ukraine, mais qui ensuite va devenir absolument exceptionnelle, au sens où le pouvoir soviétique va créer, et on a une preuve historique de cela, une famine artificielle en Ukraine, pour forcer les paysans à plier. Cette famine artificielle, ça consistera à non seulement confisquer toutes les récoltes, tout le bétail, mais aussi toutes les semences aux paysans, mais surtout à les enfermer dans leur village, gardés par l'armée rouge, en interdisant d'aller chercher de la nourriture ailleurs. Et donc, en fait, cette famine va être extrêmement violente et mortelle. On estime aujourd'hui que les chiffres varient énormément, mais on peut se dire raisonnablement que 4 millions de personnes mortes dans cette famine, dans une année où les récoltes sont parfaites et où la météo n'a rien de particulier. C'est le prix que l'Ukraine a payé avec des histoires familiales qui sont aujourd'hui encore dans les mémoires, des histoires de cannibalisme, par exemple dans les villages dont les habitants ne pouvaient pas sortir. En Ukraine, c'est le spectre du séparatisme qui menace. La première, La Russie bombarde l'Ukraine quasi quotidiennement. J'ai besoin de repères. Il y a 3 jours, c'était un champ de bataille. Aujourd'hui, c'est un lieu de recueillement. les clés, Je suis une fille du peuple et je t'aime mon Ukraine et je suis fière de toi. Arno Reussen. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle série que l'on vous propose dans les clés. Une série en 3 épisodes où nous allons nous plonger dans l'histoire des relations entre la Russie et l'Ukraine afin de remonter aux sources du conflit qui a débouché sur la guerre toujours en cours aujourd'hui. En 3 numéros donc, on va remonter le fil d'une histoire complexe et on va le faire en compagnie d'Anna Collin-Lebedev. Elle est sociologue et politologue, maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Paris-Nanterre. Embarquement, c'est parti. La première, les clés. Et si, avant de plonger dans l'histoire, on commençait par regarder une carte ? La Russie, c'est le plus vaste État du monde. Plus de 17 millions de kilomètres carrés, à cheval sur l'Europe et l'Asie, et traversé par 11 fuseaux horaires. L'Ukraine, elle est située à l'ouest, entre l'Europe et la Russie, et elle est beaucoup plus petite, proportionnellement. 600 000 kilomètres carrés, on pourrait donc mettre 28 fois l'Ukraine dans la Russie. Pour autant, l'Ukraine n'est pas un petit pays, puisque le territoire ukrainien est 20 fois plus grand que celui de la Belgique. C'est l'équivalent, à peu près, du territoire français. Enfin, pour terminer ce petit aperçu, retenez aussi que l'Ukraine est stratégiquement très bien située, au trait d'union entre l'Europe et la Russie, avec un accès à la mer Noire, ce qui fait que bien avant la constitution des États-nations, c'était déjà un territoire très convoité. Lieu de passage,
de commerce, doté en plus de terres particulièrement fertiles. Alors, on va maintenant remonter dans l'histoire. Et il n'est pas évident de savoir où s'arrêter, au fond, dans cette histoire. Est-ce qu'il faut remonter à ce qu'on appelle la Rousse de Kiev, quand entre le 9e et le 13e siècle, une vaste principauté médiévale s'étendait sur l'actuelle Ukraine, l'actuelle Biélorussie et une partie de la Russie? Ou bien est-ce qu'il faut remonter au 18e, 19e siècle, quand une large partie orientale de l'Ukraine actuelle était intégrée à l'Empire russe? Pour Anna Collin-Lebedev, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la Russie et l'Ukraine ont une partie d'histoire en commun. Alors effectivement, ce qui fait le territoire de la Russie contemporaine et ce qui fait le territoire de l'Ukraine contemporaine sont des territoires contigus, dont l'histoire est bien évidemment commune à bien des égards. Alors si on prend l'Ukraine contemporaine, toute l'Ukraine contemporaine n'a pas été rattachée à l'influence de Moscou dans les siècles précédents le XXe siècle, mais une bonne partie l'a été, notamment au sein de l'Empire russe, où l'Ukraine était un confin, le confin occidental de l'Empire russe. Une autre partie, qui est la partie occidentale de l'Ukraine contemporaine, partage une autre histoire avec une proximité plus grande de l'Empire austro-hongrois, du Grand-Duché de Pologne-Lituanie, et pour qui Moscou finalement est un élément qui arrive beaucoup plus tard dans le vécu et dans l'histoire de ces territoires. Retenons donc que le territoire actuel de l'Ukraine va connaître jusqu'au XIXe siècle une histoire mouvementée, où il attire la convoitise des grands empires de la région, russe, austro-hongrois ou encore l'union de Pologne-Lituanie, car les terres ukrainiennes sont particulièrement attrayantes. C'est ce que, par exemple, souligne l'historien Timothy Snyder, l'historien américain Timothy Snyder, qui, dans ses ouvrages, insiste sur cette place en fait centrale du territoire ukrainien qui concentre à la fois des ressources, parce que c'est des terres riches, et au moment où l'agriculture compte, en fait, c'est des terres fécondes, et qui est également un lieu de passage de différents pouvoirs, qui passent dans un sens ou dans l'autre sur les territoires. L'Ukraine fait partie de ces terres sur lesquelles circule cette blague qu'on entend aussi dans d'autres pays, d'ailleurs d'Europe centrale, sur l'habitant qui a changé 4 fois de passeport et de nationalité dans sa vie sans avoir une seule fois quitté son village. Donc oui, on a effectivement ces puissances en fait qui opèrent sur le territoire qui est aujourd'hui celui de l'Ukraine contemporaine. Et je pense que voilà, on va essentiellement parler de celui-là parce que dans la relation russo-ukrainienne, c'est sur celui-là que ça se concentre, avec à chaque fois une volonté de s'implanter, de faire terrain, et me semble-t-il aussi une difficulté dans ce contexte-là pour l'Ukraine de constituer sa propre identité, de constituer son État, et qui va se cristalliser essentiellement effectivement au cours du XXe siècle. Mais donc, pour terminer cette espèce d'entrée en matière, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même un peuple ukrainien, une identité ukrainienne, malgré justement ces va-et-vient sur ce territoire actuel de l'Ukraine aujourd'hui au fil de l'histoire ? Il n'y a ni plus ni moins un peuple ukrainien et une identité ukrainienne qu'il n'y a un peuple russe et une identité russe. Parce qu'on postulerait qu'en fait sur ce territoire, ça va et ça vient et donc du coup c'est compliqué, mais qu'en Russie en revanche ce serait cristallisé, ce serait oublié qu'en fait exactement la même histoire de passage de pouvoir, d'identité transformée a lieu également sur le territoire de la Russie. Les peuples se cristallisent et les nationalités et les sentiments nationaux se cristallisent au cours du 19e siècle. Auparavant, on est sur une configuration impériale où l'identité se conçoit complètement différemment et on peut avoir une identité multiple en fait, beaucoup plus composite que juste l'identification à un peuple, à une langue et à une appartenance nationale. Donc l'Ukraine en fait suit ce chemin en parallèle avec tous les États d'Europe, avec ce caractère extrêmement, ce qu'on dit socialement construit de l'identité, c'est-à-dire l'identité ne préexiste pas. Elle est construite en même temps qu'un État se met en place ou en même temps que des structures para-étatiques se mettent en place. Il faut donc noter cet élément important, pointé ici par la sociologue et politologue Anna Collin-Lebedev. L'identité ne préexiste pas, elle est socialement construite au moment où les structures d'un État vont se mettre en place. Alors, on a décidé, nous, de faire débuter notre récit historique à un moment charnière pour les Russes et pour les Ukrainiens, à savoir 1917, lors de la Révolution russe.
Товарищи, рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась. Avec, dès février, le renversement du tsar. Et puis en octobre, l'avènement du pouvoir bolchevique, un moment de bascule pour la Russie, mais aussi pour l'Ukraine. En 1917, le pouvoir est pris suite à une révolution par un groupe révolutionnaire qu'on a pris l'habitude d'appeler le groupe bolchevique, qui sont donc dans la lignée de la pensée communiste de Karl Marx et de Vladimir Lénine, un mouvement marxiste-léniniste, et qui non seulement va installer un régime politique, mais qui va mettre en place une organisation territoriale spécifique, qui est aussi une sorte de moment très important de cristallisation des futurs États-nations et des futures identités sur ce territoire, cet ancien territoire de l'Empire. Là où auparavant, il y avait empire et d'une certaine manière une continuité du territoire entre Moscou et ses périphéries, le pouvoir bolchevique, alors à partir de 1917, mais encore plus à partir de 1922, parce qu'en réalité, c'est là que se met en place la politique de gestion du territoire de l'URSS, va délimiter des républiques socialistes soviétiques. Et les républiques socialistes soviétiques vont être dotées d'une langue, d'une nationalité titulaire et d'une sorte d'identité au sein de ce qui est pensé dans un premier temps comme une fédération ou une union. Il faut bien se dire qu'entre 1917 et 1922, il ne se passe pas rien sur le territoire ukrainien. Il y a à ce moment-là, suite à cette révolution, une déclaration d'indépendance de l'Ukraine. Et les Ukrainiens, en fait, vont dater leur identité nationale et l'histoire de leur État précisément à ce moment-là. On a un territoire qui est assez proche en fait des contours de l'Ukraine contemporaine, qui va déclarer son indépendance, en tout cas des mouvements qui vont déclarer cette indépendance de l'État ukrainien. Il ne survivra pas très longtemps et en réalité, il sera avalé dans le cadre de la révolution bolchevique et intégré dans le territoire de l'URSS. Mais donc, là, c'est très important, évidemment, déjà, ce moment-là. Ça veut dire qu'en 1918, si je ne m'abuse, on a ce premier moment où là, il y a une indépendance qui est proclamée, vous l'avez dit, elle ne va pas durer très longtemps, de la nation ukrainienne. Donc, quand les Ukrainiens disent aujourd'hui, notre indépendance, c'est pas 1991, ça, c'est beaucoup plus vieux que ça, c'est à ça qu'ils font référence. Oui, ils font référence à ce moment-là, mais c'est aussi ce moment-là qui permet, par exemple, au Kremlin de dire que l'Ukraine est une création de l'Union soviétique. Parce que quelque part, c'est l'histoire de la création de l'URSS qui permet aussi à l'identité ukrainienne de se cristalliser. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'identité ukrainienne auparavant, bien évidemment, ou de langue ukrainienne auparavant. D'ailleurs, dans cette histoire impériale, en fait, l'Ukraine est bien identifiée comme un territoire avec une population à part, une population qui a une spécificité ethnique. Et l'un des signes, par exemple, peut-être les plus marquants de cette existence, par exemple, de l'identité ukrainienne, c'est l'interdiction de la langue. La langue ukrainienne est interdite à l'apprentissage au sein de l'Empire russe et les publications en ukrainien sont interdites également. Donc, si on a besoin d'interdire cette langue, c'est que quelque part, elle est déjà identifiée par le pouvoir impérial. Mais c'est à partir de ces années 1920 qu'on va voir émerger, en fait, dans un mouvement assez paradoxal, à la fois une Ukraine complètement inféodée à Moscou, parce que le pouvoir ukrainien est d'après tout juste un pouvoir régional au sein de l'Union des républiques socialistes soviétiques, et en même temps, un système politique qui permet la consolidation à la fois de la langue ukrainienne et qui permet la consolidation aussi de l'identification à l'Ukraine. Parce que en URSS, le pouvoir soviétique dans ces années 1920 va considérer que afin que l'idéologie communiste et l'idéologie soviétique s'implantent dans ces territoires qui sont un petit peu éloignés de Moscou, il faut qu'elles soient transmises par des élites locales dans la langue locale. Et donc, il va y avoir une politique à la fois de valorisation des langues régionales qui vont être enseignées à l'école, qui vont être officiellement déclarées langue de communication officielle. Pendant tout un temps, par exemple, les documents vont être en bilingue, ukrainien et russe. Et puis, en fait, on va valoriser également des élites ethniquement ukrainiennes dont on considérera qu'elles sont le plus à même, en fait, à porter dans les masses des paysans, par exemple, l'idéologie communiste. Ce qui est vraiment complètement paradoxal dans cette histoire soviétique, c'est qu'on a à la fois ce mouvement de création
des nationalités, voire d'ingénierie des nationalités, parce que dans le cas de l'Ukraine, on va prendre une langue qui existe et une identité qui existe, mais dans d'autres territoires, par exemple en Asie centrale, on va complètement inventer en fait les langues régionales et inventer des identités qui ne préexistaient pas à l'URSS. Mais donc à la fois, on a ce mouvement de consolidation des futures identités nationales, mais en tout cas des identités des grands groupes ethniques qui sont permises par l'URSS, et en même temps une oppression qui va s'exercer de plus en plus fortement. Alors non pas dans les années 1920, mais tout à la fin des années 1920 et au début des années 1930. Arrêtons-nous un instant là-dessus, parce que c'est essentiel et que ça permet d'y voir plus clair dans des débats qui reviennent sans cesse aujourd'hui encore sur l'Ukraine. Oui, nous dit Anna Colin-Lebedev, il y a bien dès le début du XXe siècle, et au moment où une bonne part du territoire ukrainien actuel fait partie de l'Empire russe, il y a bien une identité ukrainienne, une langue et une volonté de former un État ukrainien en tant que tel. En témoigne cette indépendance déclarée en 1918, mais qui sera de courte durée. Mais oui, aussi, il faut considérer que l'URSS a contribué à façonner et à renforcer cette identité ukrainienne, en mettant en place les républiques socialistes soviétiques, en promouvant la langue ukrainienne, qui sous l'Empire russe était pourtant réprimée, tout cela dans un dessein surtout idéologique, puisqu'il s'agissait de convertir la population au communisme. Ça, c'était donc pour les années 20. Mais venons-en maintenant à un moment particulièrement tragique de l'histoire ukrainienne, ce que l'on va appeler l'Holodomor. On est à la fin des années 20, début des années 30. En URSS, c'est Staline qui a succédé à Lénine, et le régime qu'il installe, dictatorial, totalitaire, va entraîner la mort de millions de personnes, y compris et particulièrement sur le territoire ukrainien. Alors, Holodomor est le terme en ukrainien. On peut le traduire par grande famine, et souvent on parle de la grande famine ukrainienne. Au niveau historique, ça s'inscrit dans un moment très particulier de l'histoire de l'URSS, qui est l'histoire de la collectivisation. L'agriculture est